Je vais décomposer cette petite introduction. J'ai prévu de faire court, hein, pour ne pas déborder. Mais enfin, bon, on ne sait jamais. On va parler au début du système solaire, les mouvements dans le système solaire, ce qu'on a pu comprendre, ce que ça a pu révéler dans l'histoire de l'astronomie. Ensuite, on parlera un tout petit peu des galaxies. Là, ça a été une grande surprise, hein, quand on a découvert les galaxies et le mouvement des étoiles dans les galaxies, on a compris énormément de choses et ça a révélé énormément de choses qu'on n'imaginait absolument pas. Et enfin, je finirai par quelque chose que tout le monde connaît ici, parce que vous êtes des grands spécialistes, hein, de l'univers. Les mouvements des composants de l'univers à grande échelle, c'est-à-dire les galaxies, et qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce que ça a révélé, qu'est-ce que c'est que ce mouvement, si on peut encore parler de mouvement. Alors, on va commencer par le début, les mouvements dans le système solaire. Et là, vous allez voir que je vais vous inviter à faire une expérience qui est un peu longue, hein, ça prend, disons, 6 mois. Alors c'est dommage parce qu'elle est déjà commencée, cette expérience, hein. Vous avez entendu parler du fait que Mars était au plus proche de la Terre. Et justement, quand Mars est au plus proche de la Terre, c'est le moment où on peut faire cette expérience. C'est le moment où on double Mars sur son orbite. D'accord ? Alors qu'est-ce que je veux dire ? Mais depuis très longtemps, hein, et on en a parlé précédemment, on savait que le mouvement des astres errants dans le système solaire, les planètes, était naturel. Hein, tout ce qui était au-delà de l'orbite de la Lune n'avait pas besoin d'être causé, c'était naturel. C'était un mouvement cosmique. Ça n'a pas besoin d'être causé. Par contre, il y a une règle. Hein, ce mouvement doit être circulaire. Alors, la circularité est imposée par Platon et la naturalité de ces mouvements est imposée par Aristote, on va dire. C'est les deux grandes figures de la pensée grecque en ce qui concerne l'astronomie, les mathématiques, etc. Platon, c'est le monde des idées. Aristote, c'est le monde de la physique expérimentale. D'accord ? Avec ces deux grandes idées, on arrive à faire quelque chose, un modèle qui va régner pendant 15 siècles. Hein, la relativité générale, à côté de ça, c'est rien du tout. Ça fait 1 siècle que ça règne sur la physique. La physique d'Aristote a régné sur l'enseignement, sur les penseurs, pendant plus de 15 siècles. Et donc, comment on explique ce que l'on voit dans le système solaire à cette époque-là ? Et vous allez voir que ce que l'on voit, ce n'est pas si simple comme ça à comprendre. Donc ça, on va se placer en haut du système solaire, en haut ou en bas, hein, c'est pareil, pour voir tout ça de haut, et on va placer le Soleil, la Terre et Mars. D'accord ? Donc là, on est 6 mois en arrière, hein, par rapport à la situation actuelle. Alors bien sûr, on sait que les trajectoires... je vais mélanger un petit peu des concepts modernes et classiques. Hein. On sait que ce mouvement est circulaire, donc la Terre décrit un cercle autour du Soleil, le Mars décrit un cercle autour du Soleil, mais à l'époque, ils ne le savaient pas. Ils pensaient que tout tournait autour de la Terre. D'accord ? Je vais vous montrer ce qu'on voit depuis la Terre quand on imagine ça. Donc, vous savez que donc la Terre, Mars évolue dans un plan... Ça, c'est beaucoup mieux. Ils sont forts. Hein. Donc, c'est toujours la même histoire. Quand on fait un truc sur fond noir, il faut qu'il fasse noir. Mais c'est plus joli, je trouve. Enfin bon. Donc, ce plan dans lequel se déplacent toutes ces planètes autour du Soleil forme ce qu'on appelle un plan. Ce plan s'appelle le plan de l'écliptique. Bien sûr, ce plan existe dans un grand ensemble d'étoiles qu'on voit à l'infini. Et ces étoiles qu'on voit à l'infini, je les matérialisées ici par un cercle qui est en fait la coupe d'une sphère. Hein, d'accord ? Et bien sûr, ces étoiles dans le ciel forment ce qu'on appelle des constellations. Ça faisait bien longtemps qu'on avait dessiné ces constellations dans le ciel, ne serait-ce que pour se repérer ou pour essayer de prédire ce qui va se passer. D'accord ? On avait mis des jalons dans le ciel qu'on appelle des constellations, c'est-à-dire des regroupements d'étoiles. Et ce plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan dans lequel évoluent les planètes autour du Soleil, coupe ces constellations, certaines de ces constellations, pas toutes, hein, parce que quand vous coupez une sphère avec un plan, vous ne coupez qu'une partie de la sphère. D'accord ? Et les constellations qui sont intersectées par ce plan, c'est ce qu'on appelle les constellations du zodiaque. Alors, je les ai matérialisées ici, certaines, d'accord ? Par exemple, ici, vous avez le bélier, le taureau, les gémeaux. Alors, je n'ai pas représenté, mais en fait, il faudrait, vu d'ici, voir que là, ça dessine un bélier, un taureau. Alors, je voulais aller, pour rigoler, donner d'autres noms, parce que vous savez que tout ça, c'est arbitraire, hein. Celui qui voit un taureau dans la constellation du taureau, il est fort. D'abord parce qu'il n'y a que la tête, les cornes, elles sont tordues. On aurait très bien pu appeler ça la constellation de la libellule,
de la cochenille, etc. Enfin, c'est des noms arbitraires. Mais ça, c'est des choses que vous connaissez. Hein. Donc ça définit comme ça des régions dans le ciel, des constellations du zodiaque. Par exemple, si vous êtes sur Terre à ce moment-là, vous avez l'impression que Mars est dans quelle constellation? Il suffit de tracer un trait. Vous tracez un trait qui va de la Terre jusqu'à Mars, puisque c'est ce que vous voyez derrière. Hein. Et donc là, vous voyez qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Mars n'est pas dans la constellation du Taureau, mais elle est dans la constellation des Gémeaux, à ce moment-là. Parce que derrière Mars, vous avez les Gémeaux. D'accord? Mais la Terre tourne autour du Soleil. Elle a un mouvement. Hein. C'est pour ça que je vous parle de tout ça, parce que c'est le résultat d'un mouvement. Et donc, vous savez que la Terre met 1 an pour faire un tour. Donc, si vous attendez 1 mois, eh bien, il va se passer ça. Alors, ce que l'on voit depuis la Terre, hein, c'est Mars qui est... Alors, je ne vais pas dessiner les constellations derrière, parce que ça n'a aucun intérêt. On le voit ici. D'accord? 1 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? La Terre a avancé d'un 12e de tour. D'accord? Je ne convertis pas ça en radians, parce que sinon vous allez crier qu'il y a des formules. Mais il faudrait. D'accord? Et puis là, je fais avancer Mars, non pas d'un 12e de tour, puisque Mars est plus lente, parce qu'elle est plus loin du Soleil. Hein, je vous ai mis ici la période de Mars autour du Soleil. Donc en fait, Mars avance d'un certain chemin, parcourt un certain chemin qui est celui-ci. Faites-moi confiance. Et donc là, vous avez toujours Mars qui est dans les Gémeaux. Et dans le ciel, il s'est passé ça. Alors, l'expérience que je vous propose de faire, c'est tous les mois, à exactement la même heure et au même endroit chez vous, hein, si vous avez une baie vitrée ou une fenêtre qui donne vers le ciel, hein, vous prenez une chaise, vous mettez de la peinture là où il y a les pieds de la chaise. Si sur la moquette, c'est encore mieux, la peinture, elle tient bien. D'accord? Vous mettez la chaise exactement comme il faut. Vous mettez exactement dans la même position. Vous prenez toujours la peinture dont vous avez besoin. Vous mettez une croix à l'endroit où vous voyez Mars. Et ensuite, vous revenez 1 mois plus tard, exactement à la même heure, déduit du changement d'heure. Hein, si vous êtes passé en heure d'été, hein, il faut exactement à la même heure, temps universel. Et vous faites une croix à l'endroit où vous voyez Mars. Et ce que vous allez voir, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le mouvement apparent des planètes. Alors quand vous faites ça, vous allez constater qu'il va se passer quelque chose de tout à fait étonnant. J'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà vu ou entendu parler de ce genre de mouvement, mais là vous allez le comprendre. Vous allez voir que c'est très surprenant, et quand vous êtes confronté à ce genre de mouvement dans l'univers, il faut l'expliquer. Alors, 1 mois plus tard, la Terre est là, Mars est là, et donc ce que vous voyez, c'est ça. 1 mois plus tard, la Terre est là, Mars est là, et alors vous voyez que là, la distance, Mars a commencé un petit peu à changer de direction. Vous dites, tiens, Mars, elle n'est pas contente. C'est pour ça que les astrologues se disent, ouais, Mars, quand il se produit ça, ils disent qu'on va avoir des problèmes, parce que Mars n'est pas contente, et puis bon. Et alors, si vous attendez encore 1 mois, qu'est-ce qui se passe? Là, carrément, Mars revient en arrière. Hein, vous voyez, hein, vous tracez toujours une droite entre la Terre et Mars, hein, sur le fond du ciel, et vous voyez que Mars revient en arrière. Puis elle continue, hein, vous voyez, 1 mois plus tard, elle continue. Et puis là, elle décide de repartir en avant. D'accord? Puis elle continue à repartir en avant, d'accord? Et donc, ce que vous voyez, en fait, le mouvement que décrit Mars dans le ciel, c'est une boucle. Comment expliquer cette boucle? Vous êtes à l'époque des Grecs, hein, jusqu'à Copernic, ce genre de boucle, c'était une épine dans le pied des astronomes. Comment se fait-il qu'une planète puisse, comme ça, là, décider de revenir en arrière, parce que c'est la fête, ou je ne sais pas quoi? Comment expliquer ce genre de truc? Si vous tenez à un mouvement dans lequel tout est centré sur la Terre, c'est-à-dire vous faites les observations depuis la Terre, la Terre ne bouge pas, d'accord? Il faut expliquer ça. Alors comment expliquer ça? J'imagine que tout le monde connaissait ça. Hein. C'est une expérience qui est très facile à faire, hein, parce que il ne faut pas croire que les gens ils se lèvent comme ça le matin. Aristote s'est levé comme ça le matin, il a dit ouais, c'est les cailloux, ils tombent parce qu'ils sont attirés. C'est le fruit d'une grande réflexion, c'est le fruit d'une grande observation. Il faut observer des choses et ensuite il faut les comprendre. D'accord? Si vous dites c'est la Terre qui est fixe, vous devez expliquer ça. Comment expliquer ça? Vous êtes obligé, et en plus vous avez Platon qui surveille, hein, vous avez la police qui vous dit vous n'avez pas le droit d'utiliser autre chose que des cercles. Comment obtenir ce genre de mouvement si vous n'avez que des cercles? Il faut faire des mouvements de cercles combinés.
Hein, alors j'ai tiré ça de Cellarius, qui est bien postérieur à toute cette histoire. Hein. Là, je vous parle de l'astronomie du 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, qui a été cristallisée par Ptolémée au 2e siècle après Jésus-Christ, qui est arrivé comme ça jusqu'à Copernic. Jusqu'à Copernic, on avait ce genre de mouvement. Même Copernic a conservé ce qu'on appelle ses épicycles. Hein, vous les voyez ici. Vous avez le cercle sur lequel tout se déplace, et ce tout, c'est un autre cercle. Et quand vous faites tourner un cercle sur un autre cercle, eh bien, vous pouvez avoir à certains moments, en fonction de la vitesse de rotation, du mouvement de ces deux cercles les uns par rapport aux autres, vous pouvez avoir ce mouvement de retour en arrière. Donc si vous tenez à conserver la Terre sans mouvement, eh bien, vous êtes obligé d'introduire des cercles qui ont des mouvements combinés pour pouvoir expliquer ce que vous voyez dans le ciel. Si vous ne faites pas ce mouvement combiné, ben là, vous êtes obligé de faire appel à des considérations qui ne sont plus scientifiques. Vous êtes obligé de dire que Mars n'est pas content, il a oublié ses clés, il est obligé de revenir en arrière pour les chercher, etc. Et là, ça devient plus très crédible. D'accord ? Donc vous voyez que les mouvements qu'on observe révèlent un certain nombre de choses dès le début en astronomie. Si on n'avait pas eu ce mouvement en arrière, si on n'avait pas fait des observations précises, et qu'on n'avait pas vu ce mouvement en arrière de Mars, eh bien on n'aurait pas introduit ces épicycles. Alors bien sûr, avec le développement des observations, on va développer la précision et on va être obligé de rajouter des épicycles. Hein. À l'époque de Copernic, on en était à une 50aine d'épicycles pour expliquer le moindre petit mouvement de la moindre petite planète. Et ce qu'on appelle la révolution copernicienne, c'est tout simplement le fait de déplacer le centre de l'univers, non pas de la Terre, système géocentré, mais vers le Soleil, système héliocentré, dans lequel, là, il y a beaucoup moins d'épicycles, hein, puisque Copernic conserve des épicycles. Hein. Il y a des épicycles qu'il faut rajouter pour avoir ces mouvements, parce que les mouvements ne sont pas circulaires. Si voilà ces mouvements ovales, comme on va les appeler Kepler un siècle plus tard, eh bien là, vous êtes obligé d'introduire encore des épicycles, mais plus pour les mêmes raisons. Vous avez moins de retour en arrière dans le système héliocentré. Alors, cette histoire d'observation du mouvement du ciel va être réglée par Newton. Hein. 2 ans, je rappelle toujours, 2 ans, pour ceux qui l'ont oublié, c'est 2 ans après la découverte de la bière qu'on explique tout ça, puisque c'est en 1666 qu'il a toutes ces révélations et qu'il arrive à publier en 1687 sa grande œuvre, Les Principia, complètement incompréhensible puisque c'est écrit en langage de la géométrie. Ça ne va devenir compréhensible parce que ça va être écrit en termes d'analyse, avec Lagrange notamment, un siècle plus tard. Mais à partir de là, on a compris et on a des équations qui permettent de comprendre comment tout ça fonctionne. C'est aussi à peu près à cette époque-là qu'on observe quelque chose qu'on sous-estime dans l'histoire des sciences, mais ça a dû être une révolution absolument fantastique. C'est la découverte d'Uranus. Un beau jour, hein, on vivait comme ça depuis des siècles, avec 7 planètes, en comptant le Soleil et la Lune comme des planètes. Hein, je rajoute Vénus, Mercure, Mars, Jupiter et Saturne, ça nous en fait 7. Et un beau jour, à force d'observation, on découvre une nouvelle planète qui s'appelle Uranus. On la découvre, elle n'est pas observable à l'œil nu, on la découvre un peu par hasard, c'est Herschel, il la découvre là. C'est extraordinaire, hein, il regarde un jour dans cette direction. Alors, en fait, Herschel a passé sa vie à observer le ciel. Le jour, il faisait de la musique et la nuit, il faisait de l'astronomie. On ne sait pas quand est-ce qu'il dormait, on ne sait pas quand est-ce qu'il mangeait, mais enfin, voilà. Il découvre un jour, en 1781, à force d'observations comparées, quelque chose qui n'est pas une étoile et qui ne peut être qu'une planète. Ça a dû être vraiment quelque chose d'extraordinaire dans la science que de découvrir une nouvelle planète. Déjà, ça, si elle était déjà pas morte, l'astrologie est tuée, puisque comment expliquer... alors bien sûr, les astrologues étaient très contents, ils ont rajouté une corde à leur arc. Je ne sais pas pourquoi je parle de l'astrologie, bon, c'est comme ça. Donc on a une nouvelle planète, et donc on peut l'étudier. Et donc on va étudier son mouvement. Alors en 1780, on la découvre, on ne sait pas où elle va. À cette époque-là, il y a les 2 grandes stars de l'astronomie. Maintenant, c'est Britney Spears et l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais à l'époque, c'était Laplace et Lagrange. D'accord ? Les grands problèmes qui étaient soumis par les académies, c'était est-ce qu'on peut prévoir le mouvement d'une comète ou d'un objet céleste à partir de combien d'observations différentes et espacées de combien de temps on peut obtenir l'orbite précise de cet objet ?
Alors les deux, Laplace et Lagrange, faisaient un petit peu, ils se tiraient la bourre pour savoir, un faisait une méthode pour mieux que l'autre, etc., etc. On étudiait la théorie des perturbations, etc. Donc ça a été une grande révélation. On va pouvoir appliquer ces méthodes pour obtenir l'orbite d'Uranus. Alors on l'observe en 1800, en 1810, en 1820. Et en 1820, on a suffisamment d'observations pour pouvoir calculer une orbite très précise. Alors celui qui fait ça, ça n'est ni l'un ni l'autre. Lagrange, il est déjà mort. Et Laplace, il est devenu ministre. Il a toute une école qui travaille pour lui. Il ne fait plus grand-chose. Mais il y a un de ses élèves, Alexis Bouvard, qui, sous l'impulsion du directeur de l'Observatoire de Paris, lui propose un challenge, essaye de maîtriser, de comprendre exactement la trajectoire d'Uranus. Alors avec les observations qu'on a depuis, on a pratiquement une demi-orbite, si vous voyez ce qui se passe ici. Donc il fait des calculs qui à l'époque sont très compliqués, il ne faut pas croire, parce qu'il faut prendre en compte l'influence de toutes les planètes déjà connues. Il faut prendre en compte tout un tas de perturbations, mais les méthodes étaient déjà proposées, mais les calculs sont vraiment très compliqués. Et donc il le fait, et là qu'est-ce qu'il trouve? Alors bien sûr l'observation de 1820 est tout à fait correcte, il part de là, il suppose que ça c'est correct, d'accord? Mais on s'aperçoit très rapidement que les observations précédentes n'étaient pas... c'est-à-dire que la théorie, l'orbite qui prévoit, ne correspond pas à la position rétrospectivement qu'on a observée en 1810 et encore plus en 1800. Et donc il se pose un problème, d'accord? Alors peut-être que les observations n'étaient pas très bonnes, mais quand même, il y a eu plein d'observations, tout était tabulé, des différentes, etc. On attend un petit peu, et là on s'aperçoit qu'en fait, oui, ça ne marche pas. Et ça va de pire en pire. En 1840, la théorie prévoit qu'elle est là, en fait elle est là. 1846, il y a quasiment... Bien sûr, ce n'est pas du tout à l'échelle. Le Soleil n'est pas du tout à l'échelle. Simplement, ce qui est à l'échelle ici, c'est rien. Il n'y a pas de référence, donc il n'y a pas d'échelle. C'est les positions relatives qui sont à l'échelle. D'accord ? Alors, comment expliquer ça? Alors, il était sur le point d'y parvenir, il était sur le point de proposer quelque chose, mais comme vous le constatez ici, il est mort en 1843. C'est ballot. Il allait faire le truc, il allait faire la proposition, et il est mort. Et alors, Arago reprend l'affaire, on ne va pas laisser tomber cette affaire, qui est quand même une grosse épine. On a un mouvement qu'on ne comprend pas, et celui qui va proposer l'explication, vous le savez, c'est Urbain Le Verrier. En 1846, d'accord, il va proposer en fait que ce décalage est dû à une planète qu'on ne voit pas, parce qu'elle est encore plus loin, d'accord, et elle est encore plus difficile à voir. Et la présence de cette planète au-delà de l'orbite d'Uranus va perturber le mouvement d'Uranus, en fait, va la ralentir en quelque sorte. D'accord, on voit bien que ça la ralentit un petit peu. L'attraction gravitationnelle de Neptune ralentit un petit peu la course. Bien sûr, les traits rouges, là, c'est sans Neptune, et la présence de Neptune correspond aux points bleus, les points bleus qui correspondent aux observations. Et donc, cette observation-là va... donc, on est en 1846, il envoie un collègue qui est à l'observatoire de Berlin, qui s'appelle Gall. Il lui dit, tu devrais regarder dans cette direction-là, et tu devrais voir quelque chose. Et il reçoit la confirmation, vous avez ici la lettre officielle, monsieur, la planète dont vous avez signalé la position, réellement existe, encadrée comme ça, là, magnifique, soulignée. Le même jour que j'ai reçu votre lettre, j'ai tout arrêté, même s'il y avait la Coupe du Monde, etc. J'ai regardé le ciel et je l'ai vu exactement à l'endroit que vous aviez... Alors pas exactement, si vous lisez tous les détails, pas exactement à l'endroit, mais juste à côté. Et en fait, quand on refait le calcul, on s'aperçoit que Le Verrier s'est complètement vautré dans les calculs. Il a fait l'hypothèse d'une certaine masse et d'une certaine distance de la planète, et les deux hypothèses se sont un peu contrebalancées et ont fait que, en fait, la direction était bonne, mais la distance n'était pas bonne. En fait, la vraie trajectoire d'Uranus, de Neptune, est celle-ci. Vous voyez que c'est dans la même direction, observé depuis la Terre, qui est quelque part par là. C'est à peu près dans la même direction. Mais ce n'est pas au bon endroit, tout simplement parce qu'il fallait faire des hypothèses. Des hypothèses de masse, des hypothèses de distance. Alors il avait utilisé ce qu'on appelle la loi de Tittus-Bode, qui malheureusement cesse de fonctionner
à partir de Neptune, donc on ne peut pas trop lui en vouloir, mais enfin le calcul était quand même assez délicat, il l'a mené à bout en reprenant bien sûr ceux de Bouvard. Bouvard, on estime que Bouvard aurait obtenu le résultat s'il n'était pas mort, et que Le Verrier a grandement bénéficié des résultats de Bouvard. C'est pour ça que je tenais un peu à réhabiliter on parle toujours de Le Verrier, un peu trop d'ailleurs, parce que c'était un salopard, hein, il est devenu très peu... Alors il y a eu une controverse avec les Anglais, mais ça, dès qu'il y a un match de rugby, il y a une controverse avec les Anglais, puisque bien sûr, 2 ans avant, un Anglais avait fait le même calcul, avait fait la même conclusion d'une planète qu'on aurait pu observer. Il envoie pareil dans les mêmes conditions, parce que ceux qui font les calculs ne sont pas les mêmes que ceux qui observent les étoiles. Il y a les astrophysiciens d'intérieur et les astrophysiciens d'extérieur. Donc il envoie à l'astronome Airy, qui dirige l'observatoire de Greenwich, et là l'autre il lui dit non, je ne peux pas regarder parce que j'ai quelque chose d'autre à faire. Donc en fait ils n'ont pas regardé. S'ils avaient regardé, les Anglais, ils auraient découvert avant, mais en fait ils n'ont pas découvert la planète avant. C'est Le Verrier. Alors bien sûr il y a une grande controverse, hein. À l'époque vous avez des caricatures qui paraissent dans les journaux. Alors on voit que les Anglais, si on lit ce qui est écrit là, les Anglais sont vraiment pas forts en maths, hein, parce que là, il y a écrit 4 plus 3 plus 5 plus 4. Là, il y a écrit racine de 9 au carré. Enfin, c'est vraiment débile ce qui est écrit là-dessus. Je ne sais pas pourquoi les Anglais regardent ce truc. Bref. Le Verrier devient la star internationale de l'astronomie mondiale, grâce à Bouvard, mais c'est comme ça. Il sera statufié 3 ans après sa mort. Hein, si vous allez à Paris, vous descendez RERB, quand il y en a, parce que c'est difficile, hein, le RERB. Vous descendez à Port-Royal, et là, vous avez l'Observatoire de Paris avec Le Verrier, comme ça, qui vous regarde, fermez vos gueules, moi j'ai découvert Neptune. Et il a été statué. Alors il est devenu directeur de l'Observatoire de Paris, il a fait régner la terreur dans cet observatoire, il a viré beaucoup de gens, etc. etc. Il ne s'est pas arrêté là. Il y a une autre histoire qui est moins connue que celle de... Ça, c'est une carte tout à fait extraordinaire que j'ai découverte récemment. C'est une carte, c'est écrit là. C'est écrit, c'est la carte du système solaire à des fins scolaires et académiques. C'est ce qu'il y avait dans les cahiers d'école pour ceux qui allaient à l'école aux États-Unis, d'accord, en 1846. Et alors, si vous regardez ce qu'il y a sur cette carte, il y a plein de choses qui sont absolument faramineuses. Ça c'est plus au programme. Avec tous les changements de programme qu'il y a eu, c'est juste avant la thèse qu'on apprend sur notre truc maintenant. Si vous zoomez un petit peu, là, vous apercevez qu'il y a une nouvelle planète qui s'appelle Vulcain. Hein, vous avez la Terre, vous avez Vénus, vous avez Mercure, et là, vous avez Vulcain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En 1846, il y avait une autre planète entre Mercure et le Soleil, et depuis, elle a disparu. Hein, elle est tombée sur le Soleil. Pourquoi cette histoire ? Hein, en 1846, on croyait à l'existence de cette planète. Pourquoi ? Eh bien parce que, toujours en histoire de mouvement, hein, on avait observé que le mouvement prédit par Newton, par Kepler, Laplace, Lagrange, tout le monde avait fait ça, si vous n'avez aucune perturbation, le mouvement est une ellipse, dont l'un des foyers est occupé par la planète, l'étoile qui est à l'origine de ce mouvement. Et le point le plus loin, qu'on appelle l'apoastre, et le point le plus près, qu'on appelle le périastre, en fait, se décale un petit peu quand vous avez des perturbations. Il ne faut pas que je me casse la gueule. Hein. Donc vous voyez qu'au lieu de revenir exactement au même endroit, la planète se décale un petit peu. Et ce décalage, c'est ce qu'on appelle le décalage du périastre ou de l'apoastre, suivant ce qu'on regarde. Et vous voyez que pour Mercure, il y avait un petit décalage, d'accord, ici qu'on ne voit pas très bien, mais entre les deux, un petit décalage, et il restait 43 secondes d'arc, autant dire rien du tout à expliquer. Et Le Verrier propose d'attribuer ce petit décalage du mouvement du périastre de Mercure, de l'attribuer à une planète. Hein, il refait le même coup que Neptune. Il y a un petit problème dans le mouvement de l'orbite d'Uranus, il invente Neptune pour régler ce problème. Il y a un petit problème dans le mouvement de l'orbite dans le mouvement de Mercure, il sort une planète de son chapeau, Vulcain, et c'est la perturbation due à cette planète qui va perturber Mercure et qui va introduire ce mouvement. Alors, il propose même une expédition pour aller vérifier tout ça. Alors, comme c'est une planète qui est très proche du Soleil, pour la voir, il faut attendre qu'il y ait une éclipse.
Et donc en 1860, en France, on est sous le Second Empire, il se fait faire un ordre de mission hein, de l'empereur. Le Sénat lui dit, voilà, tu prends tes clics et tes claques, un pote qui fait des super télescopes, qui s'appelle Léon Foucault, on va revenir sur Léon Foucault, et tu vas observer cette planète qu'on n'a pas encore découverte. Il partait en Espagne, parce qu'il y avait une éclipse qui passait en Espagne à ce moment-là, pour observer Vulcain au moment de l'éclipse. Il part en Espagne et puis il n'observe rien. Alors, on n'a pas laissé tomber l'affaire, il y a eu plein d'autres observations. Vous savez qu'en fait, cette planète Vulcain n'existe pas, et qui a expliqué ce petit décalage du mouvement de Mercure, de son périastre plus précisément, c'est la théorie de la relativité générale d'Einstein. Mercure étant au plus proche du Soleil, l'effet de déformation de l'espace-temps est le plus sensible au plus proche du Soleil, et c'est cette petite déformation qu'on a. Alors, elle est présente sur la Terre, sur tous les systèmes solaires, mais là, on ne peut pas la détecter, elle est tellement petite. Pour Mercure, on peut la détecter. Ça a été la première confirmation expérimentale de la relativité générale d'Einstein, c'est l'avance du périhélie de Mercure. Alors, Léon Foucault, c'est très intéressant, vous voyez qu'il y a une suite dans cette idée. Léon Foucault, ça a été la première personne à pouvoir mettre en évidence de façon expérimentale le mouvement de la Terre, avec un célèbre pendule. Alors il y en a plein qui fleurissent partout, hein, l'expérience du pendule de Foucault. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous faites un pendule avec un pendule, vous prenez une grosse boule de pétanque, de bowling, un truc assez lourd, hein, plutôt dans les 60 kilos, vous mettez au bout d'un long fil, 60, 100 mètres, et puis vous le faites balancer. Alors il faut le faire balancer sans déviation initiale. Alors il y a toute une description de l'esprit, il faut l'attacher avec un cordon en laine, il faut faire brûler la laine tout doucement pour que le truc parte sans vitesse initiale et fasse un mouvement de balancier très très lent. Et qu'est-ce que vous allez observer ? Eh bien que ce mouvement de balancier va tourner au gré de la rotation de la Terre. Vous prenez un polytechnicien, il y a un polytechnicien qui traîne là, parce qu'il y a un chapeau de polytechnicien, et ça donne un peu de... une petite fille qui vient confirmer ça, un barbu à lunettes, enfin des dames à chapeau, etc. Vous faites l'expérience et ça marche. En fait, on a pu faire cette expérience à cette époque-là parce que, en fait, tout simplement, une vingtaine d'années plus tôt, un certain Coriolis, un ingénieur, avait expliqué, mis en évidence la force de Coriolis, qui est à l'origine de bien des mouvements un peu bizarres qu'on peut observer sur Terre. Notamment, on peut mettre en évidence le mouvement de la Terre. Cette force de Coriolis va faire tourner le plan d'oscillation du pendule et on peut l'observer. Si vous allez au musée des Arts et Métiers à Paris, au Panthéon quand Roger Mansuy l'organise, ou tout un tas de gens font cette expérience un petit peu partout sur Terre, vous observez que le plan du pendule tourne au gré de la rotation de la Terre. Et ça, c'est une façon de visualiser le mouvement de la Terre dont on a parlé depuis ce matin, la Terre tourne, etc. On peut voir ce mouvement en faisant l'expérience du pendule de Foucault. Alors, dernière chose, on peut voir aussi ce mouvement de la Terre en faisant une photo et en laissant l'appareil photo ouvert pendant longtemps. Vous voyez que ce que vous observez là, ces étoiles qui tournent, ce n'est pas le mouvement des étoiles, c'est le mouvement de la Terre que vous observez sur quelque chose qui est fixe. D'accord ? Alors le dernier mouvement dans le système solaire dont je vais parler très très rapidement, puisque vous êtes des grands spécialistes, l'an dernier il y a eu des conférences là-dessus, on est en train de converger ou pas, on ne sait pas très bien. On a observé des mouvements très particuliers dans le système solaire. Quand on s'éloigne vraiment du système solaire, on a des objets qu'on appelle les objets transneptuniens. Et là c'est l'orbite de Neptune est par là. Hein. Donc on est très très loin du système solaire là. On s'aperçoit qu'on a détecté plein d'objets. Et ces objets ont des orbites qui sont très bizarres. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans ces orbites-là ? Alors, ce n'est pas le fait que ce soit des ellipses, hein, ça c'est normal. C'est des ellipses aplaties parce qu'il y a peu d'effets de marée à cette échelle-là, donc la circularisation des orbites n'est pas très efficace, donc c'est vraiment des ellipses. Ce qui est bizarre dans cette répartition des orbites, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'elles sont toutes orientées par là. À part celle-là, là, qui est, pas pourquoi, elle fait ça intéressante, hein. Avec celle-là aussi, elle doit être amoureuse ou je ne sais pas quoi. Enfin, à part ces deux-là, toutes les autres sont orientées par là-bas. Et ça, statistiquement, c'est impossible. Comment c'est possible ? C'est pas possible. La seule raison valable, c'est d'imaginer qu'il y a une autre planète massive, etc., dont l'influence est de pousser les orbites de ces petits corps transneptuniens dans cette direction. Et les calculs donnent
certains calculs publiés ici donnent ce résultat. Alors je m'aperçois que j'avais prévu de faire court, mais qu'en fait je suis plus long que d'habitude, donc je vais aller un petit peu plus vite. Donc on a terminé les mouvements dans le système solaire, vous voyez qu'il y en avait plein. Très rapidement, je vous parlais d'un mouvement qui m'intéresse beaucoup, c'est le mouvement des galaxies. On sait que c'est mon métier, les galaxies. Et ça a été une grande surprise. Les galaxies ont été découvertes il y a à peu près, et pas interprétées depuis 2-3 siècles. Et on a vraiment compris ce que c'était qu'une galaxie il y a à peu près 1 siècle. Et quand on a étudié ce que c'était qu'une galaxie, donc vous en avez ici un exemplaire, qui est dans la constellation de la Baleine. La Baleine, c'est une nouvelle constellation qui est dans le zodiaque. Seulement, les astrologues, ça ne leur plaît pas beaucoup, parce que s'ils disent à quelqu'un qu'il est du signe de la Baleine, ils ne vont pas trop avoir de succès. Surtout s'il est ascendant enclume, ça craint. Les mecs qui sont baleines. Bon. Donc ça, c'est une galaxie. Qu'est-ce qu'on peut faire à ces galaxies? On peut regarder la façon dont elles tournent, le mouvement de rotation de ces galaxies. Alors ça, c'est facile à faire. Le détail, c'était dans le fil rouge de l'an dernier. Ceux qui ne savent pas, ils viennent me voir. Donc on s'aperçoit qu'il y a une partie de la galaxie qui est décalée vers le rouge en effet Doppler, décalée vers le bleu. On arrive à mesurer la vitesse des étoiles dans la galaxie. On trouve typiquement la centaine de kilomètres par seconde. Et quand on observe la galaxie, ça c'est dans le visible, hein, quand on l'observe dans d'autres longueurs d'onde, des longueurs d'onde beaucoup plus grandes, centimétriques, radiofréquences, on s'aperçoit que la galaxie a de la matière qui n'était pas visible dans les fréquences visibles, mais visible dans les fréquences radiofréquences. On s'aperçoit que la répartition de la vitesse dans ces objets, hein, en jaune, vous avez juste ce que vous voyez là, et en bleu, c'est tout ce qu'on arrive à voir maintenant. Et quand on trace la courbe de rotation des objets dans ces galaxies, ben là, c'est là qu'on a un problème. Le mouvement n'est pas comme on s'attendrait à ce qu'il soit. Ça, c'est ce qu'on s'attend. On s'attend à ce que ça décroisse comme une loi de 1 sur racine carrée de la distance. Et en fait, ça ne décroît pas. Au début, oui, hein, dans la partie visible, pour cette galaxie-là, hein, qui est un très mauvais exemple pour parler de ça, mais elle est jolie, et puis elle est dans la baleine, et c'est ça qui m'intéressait. Donc ça décroît bien au début, mais ensuite, au lieu de décroître et continuer à décroître à longue distance, ça finit par être plat. Et donc cette courbe de rotation plate des galaxies, ça nous a révélé la présence autour de la galaxie d'un énorme halo de matière noire, on ne la voit pas. Alors ici, on la voit dans les radiofréquences, mais il y en a aussi qu'on ne voit pas, et qui représentent la quasi-totalité de la masse de la galaxie. Donc le mouvement des étoiles dans les galaxies révèle la matière noire dans les galaxies. D'accord ? Alors, est-ce qu'on peut voir le mouvement des étoiles dans les galaxies? J'ai dit qu'on pouvait voir leur mouvement de rotation en utilisant les radiofréquences. On peut aussi voir leur vrai mouvement. Alors, 200 km par seconde, c'est rapide, mais ce n'est pas très rapide parce qu'en fait, les étoiles sont loin. D'accord? Je vous montre par exemple le mouvement de quelque chose qui est, donc c'est à la ferme des étoiles, c'est un mouvement fictif, hein, que serait le mouvement d'un avion dans le ciel qui part de vous allonger, hein, à cet endroit, et vous avez un avion qui se déplace dans le ciel. Vous voyez, il y a même des étoiles filantes. Hein, ça, donc, on va passer. 40 secondes plus tard, l'avion est là. Comme je sais que les avions vont à 900 km/h, c'est-à-dire 250 mètres par seconde, et qu'il y a 90 degrés ici, j'en déduis que la distance qu'il a parcourue, hein, en 40 secondes à 250 mètres par seconde, j'ai parcouru 10 km. Et là, une simple application du théorème de Pythagore, hein, puisque j'ai 90 degrés ici, je prends le milieu, je prends l'angle droit ici, d'accord? J'ai pi sur 4 ici, simple application du théorème de Pythagore, qui doit être niveau, je sais pas, maths sup, maths spé maintenant, 5 racine de 2, 7 km. Donc je sais que l'avion est à 7 km de moi. Alors quand il est là, il est un petit peu plus proche, d'accord? Donc là, je vois un objet qui est à une dizaine de kilomètres de moi et qui se déplace à 250 mètres par seconde, j'arrive à voir son mouvement dans le ciel. Par contre, un objet qui est à des années-lumière de moi et qui se déplace à quelques centaines de kilomètres par seconde, là, je ne vois pas son mouvement. Pour que je puisse voir son mouvement, il faudrait qu'il aille beaucoup plus vite que ça. Et on peut même faire le calcul. Ou alors, il faudrait attendre beaucoup plus longtemps que ça. Et alors, quand on fait le calcul, on s'aperçoit qu'il faut aller à un endroit où les étoiles vont beaucoup plus vite que ça. Et ça, c'est la région du centre de la galaxie. Alors, on s'est dirigé vers la direction du centre de la galaxie. Hein, c'est dans la constellation du Sagittaire. On a zoomé. C'est un travail qui est colossal, hein, qui a demandé des dizaines d'années d'observation cumulées.
des dizaines de nuits d'observation. Enfin, c'est ce qu'on appelle des quais programmes d'astronomie, des programmes clés majeurs qui permettent, par l'accumulation des données, de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir autrement. Il y a plein de gens qui veulent faire de l'astronomie. L'astronomie, c'est un travail de patience. Quand on fait des calculs, il faut être patient parce que la plupart du temps, c'est faux, on se trompe, on a déjà été fait. Et quand on fait des observations, c'est long. Il faut observer des heures et des heures de la même chose pour détecter un tout petit mouvement. Vous allez voir quel mouvement on va détecter. Vous voyez, en 2004, on a commencé à voir, et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tout simplement des petits machins comme ça, tout petits machins qui bougeaient à peine, comme ça. D'accord? Et ça nous a révélé quoi? Ça nous a révélé, on a pu comme ça obtenir le mouvement de certaines étoiles, et on a pu en déduire leurs propriétés. Alors je vous montre ce qu'on a pu reconstruire à partir de l'observation que je vous ai montrée. On a pu obtenir le mouvement complet d'une étoile. D'accord? Vous la voyez ici, ce qu'on appelle l'étoile S2 de la constellation du Sagittaire. Et on a pu voir ce mouvement complet autour de quelque chose. On a pu mesurer complètement cette ellipse, en fait. Et comme on connaît les lois du mouvement, c'est toujours les lois de Kepler, il n'y a pas besoin de mettre de la relativité ici, eh bien on a pu mesurer comme ça, en fait, les caractéristiques de l'orbite. Et comme on avait la taille de l'orbite, comme ça ou comme ça, c'est pareil, puisqu'on a l'excentricité, et comme on avait la période de cette orbite, eh bien on a pu en déduire que l'objet qui est là, et là on a mis un trait, un rond là, pour le mettre en évidence, mais en fait on ne voit rien à cet endroit. Ce mouvement a révélé quoi? Eh bien il a révélé la présence d'un objet ici qui... déjà, on peut calculer la vitesse à laquelle se déplace cette étoile. C'est plus du tout la centaine de kilomètres par seconde, c'est plutôt le millier de kilomètres par seconde. Donc ça va beaucoup plus vite parce qu'on est beaucoup plus proche du centre. Et en se rapprochant, on a pu avoir ce mouvement, et ce mouvement a révélé quoi? La présence d'un trou noir supermassif dont on vous a déjà parlé. Et voilà comment on a fait pour le trouver. On a pu observer le mouvement d'une étoile. Et c'est ce mouvement de cette étoile qui a révélé la présence de cet objet auquel on ne s'attendait pas du tout. On avait des théories qui permettaient de mettre en évidence ce genre de choses, mais on n'y croyait pas du tout. Et quand on a pu révéler ça expérimentalement, là, on y a cru. Et donc, je vais m'arrêter pratiquement là, en vous disant simplement que j'aurais pu vous expliquer, mais ça, vous êtes des grands spécialistes de ça, que l'observation du mouvement des galaxies relativement les unes par rapport aux autres, dont la synthèse a été faite par Hubble en 1925, a permis de montrer que au plus les galaxies étaient éloignées de nous, au plus elles s'éloignaient de nous vite. Si je place la distance en fonction de la vitesse pour toutes les galaxies qui étaient observées à cette époque, on voit que ça décrit ce qu'on appelle approximativement une ligne droite, même si à l'époque c'était pas tellement, c'était un peu dispersé, ça l'est beaucoup moins. Et cette courbe a permis de comprendre que l'univers était en expansion, et donc il y avait un mouvement, un certain type de mouvement qui est... C'est pas un mouvement des galaxies, c'est un mouvement de l'univers qui contient ces galaxies. Ces galaxies sont immobiles dans l'univers, relativement, et c'est l'expansion de l'univers qui conduit à ce mouvement. Et encore plus récemment, on a vu que ce mouvement n'était pas comme on l'imaginait au début, c'est-à-dire constamment décéléré, mais à un moment caractéristique qu'on appelle l'âge de ce phénomène. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'expansion s'accélère, et ça c'est... On ne sait toujours pas pourquoi, et pour expliquer ce mouvement-là, on a été obligé d'introduire ce qu'on appelle l'énergie noire. Donc vous voyez que simplement en observant des mouvements, j'en ai évoqué certains sous vos yeux, on arrive à révéler des choses qu'on n'imaginait absolument pas dans l'univers. Et de toute façon, on n'a pas d'autre moyen, si ce n'est de faire des mathématiques. Mais quand on fait des mathématiques, on fait des mathématiques, on se fait plaisir. Quand on fait de la physique, il faut observer des choses. Et ce qu'on observe souvent en astrophysique, c'est des mouvements. Et ces mouvements révèlent tout un tas de choses dont on a pu parler ici et maintenant et pendant toute la semaine. Je vous remercie.